S'il est un auteur dont il est difficile de parler sereinement, c'est bien de Marx, qui déchaîne des passions contradictoires, souvent outrancières, parfois démesurées, dans un sens comme dans un autre. D'abord sa vie. Marx est né en 1818, il meurt en 1883, l'année de la naissance de Keynes et de Schumpeter. Il est un auteur d'une grande complexité. Tantôt il va emprunter aux économistes classiques, tantôt non. En cette matière, malheureusement pour lui, c'est de Ricardo qu'il s'inspire. Et donc il va annexer des erreurs aussi grossières que la valeur travail. Tantôt il joue aux révolutionnaires et aux prophètes. En outre, comme le note très bien Schumpeter, Marx est tantôt économiste, tantôt politologue, tantôt philosophe, tantôt sociologue. Des quatre Marx que distingue Schumpeter, c'est évidemment dans le cadre de ses séquences en histoire de la pensée économique, sur le Marx économiste que nous allons nous concentrer. Dans son histoire de l'Allemagne, l'historien Pierre Haxot écrit de Marx qu'il est, je cite, un économiste improvisé. Malgré l'immensité de son œuvre, malgré une ambition grandiose, malgré un souffle incontestable, malgré ici ou là des intuitions sociologiques qui méritent attention et discussion, Marx n'a vraiment pas de chance quand il fait de l'analyse économique. Il lui faut d'abord trouver une méthode, un outil pour son ambition grandiose d'embrasser tout d'un coup l'ensemble de l'histoire des hommes. Marx a la volonté de trouver absolument un sens à l'histoire et qu'il soit de nature linéaire. Il emprunte à Hegel son analyse dialectique, thèse, antithèse. Alors il se pose la question, faut-il encore trouver le moteur de l'histoire ? Il va le chercher dans le matérialisme technologique et plus particulièrement dans la forme d'énergie dominante en un moment donné qui donne l'allure et l'enveloppe à la lutte des classes. L'histoire des individus, c'est en effet l'histoire de la lutte des classes. C'est la façon dont les uns, les exploiteurs, les oppresseurs, vont mettre à leur service les autres, c'est-à-dire les exploiter, les opprimer. L'Antiquité se caractérise, quant à la technologie dominante, on le sait, en matière d'énergie par le moulin à bras. La tâche est si rude qu'elle explique la dialectique qui domine, maître-esclave. Une bonne illustration, c'est la scène finale de La Folie des grandeurs dans laquelle Don Salluste de Funès et ses arrives montants sont enchaînés et poussent le moulin à bras sous les coups de fouet. Au Moyen-Âge, le moulin à eau ne va pas changer évidemment le rapport de force, mais il n'y a plus besoin d'esclaves. Et c'est alors la dialectique baron-serf qui se met en place. Et lorsque Marx vit, c'est-à-dire au XIXe siècle, c'est la machine à vapeur qui domine, la forme alors que prend l'exploitation, revêt l'enveloppe, l'allure bourgeois, prolétaire. Puisque nous évoquons la vie de Marx, donnons à ce propos quelques éléments. Le père de Marx était avocat, il est le second de 8 enfants. Il est issu d'une famille bourgeoise et aisée. Il épouse la fille d'un baron, fait ses études de droit et sa thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure. C'est lors de son séjour à Paris qu'il découvre réellement le socialisme et le communisme. En 1844, il rencontre son bienfaiteur Friedrich Engels, 1820-1895, qui va l'aider financièrement, car Marx du travail n'a qu'une notion livresque. Expulsé de France, il se réfugie à Bruxelles. Après les révolutions de 1948, il s'installe en Angleterre, mène une vie difficile, se fait un nom dans les milieux révolutionnaires, mais multiplie les inimitiés. Sa vie personnelle était plutôt malheureuse, puisque sur ses 4 enfants légitimes, il en perdit 2. En 1869, un héritage d'Engels le sépare de la misère et il ne put achever que la première partie du Capital, et c'est ce même Engels qui va reconstituer le livre 2 puis le livre 3, et on peut trouver évidemment sur Internet l'ensemble et de ses éléments biographiques et de ses œuvres.